Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une immense joie que nous vous retrouvons sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission que nous avons souhaité consacrer aujourd'hui à une notion essentielle dans le bouddhisme, la vision juste. Car si celle-ci est à l'origine d'une compréhension conceptuelle des choses, elle constitue aussi et surtout une expérience directe de la vérité, illimitée et sans restriction, couvrant la totalité de l'expérience humaine. Comment définir alors plus précisément une vision juste? Pourquoi les deux notions d'impermanence et d'interdépendance sont-elles essentielles dans cette quête? Quelles qualités la vision juste nous permet-elle de développer? Et de quelle manière la pratique de la méditation peut-elle nous y aider? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Gérard Pilet. Gérard Pilet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien disciple du maître zen Taizen Deshimaru. Vous êtes aussi un ancien professeur de philosophie et vous dirigez aujourd'hui le dojo zen d'Annonay. Alors c'est dans le nord de l'Ardèche, je crois. Oui. Et vous animez également des sessions de pratique à la fois en province et à l'étranger. Exact. Merci beaucoup d'être avec nous, Gérard Pilet. Alors, si l'on commençait par déterminer ce que n'est pas la vision juste, avant de voir plus exactement ce qu'est la vision juste. Alors, la vision non juste, c'est la vision qui naît du mental. Ceci parce que le mental a des types de fonctionnement qui le mettent à côté de la réalité et qui le rendent incapable de voir ce qui est. Voilà, donc je crois qu'il existe 3 types de fonctionnement de ce mental. Oui. Quel est le premier mode de fonctionnement? Alors, le premier mode de fonctionnement du mental, c'est la tendance très forte à projeter sur la réalité les désirs ou les refus. On va croire voir la réalité, mais en fait, on va voir les désirs projetés sur la réalité. Ce que confirme d'ailleurs le proverbe très célèbre, prendre ses désirs pour des réalités. Ce fonctionnement-là se retrouve aussi vis-à-vis des refus. Oui. Par exemple, ce que l'on n'aime pas, ce dont on ne veut pas, on a tendance à le projeter dans la réalité et à faire de certains aspects de la réalité des choses absolument diaboliques, négatives, alors qu'en fait elles ne le sont pas, ou pas tant que ça. Mais par exemple, en ce qui concerne le refus, on pourrait prendre l'exemple de la maladie. Oui, on peut prendre aussi cet exemple-là. Si un de nos proches est très malade et qu'il y a en nous le refus de la maladie, on aura du mal à voir sa maladie dans toute sa réalité. Et donc d'agir en conséquence. Et d'agir en conséquence. Mais alors, est-ce qu'on ne retrouve pas aussi ce mode de fonctionnement dans les jugements de valeur? Oui, on le retrouve aussi beaucoup dans les jugements de valeur. Le mental fonctionne beaucoup dans le bon et le mauvais. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Cet événement a été bon pour moi, n'a pas été bon pour moi. Et en fait, cela s'avère souvent absolument faux, parce que ce qui peut nous paraître comme ayant été un événement juste sur le moment peut très bien s'avérer être un événement qui n'est pas bon pour nous, mais qui est mauvais pour nous, parce que les conséquences de cet acte se seront entre-temps mises en place. Il y a dans le zen une histoire célèbre, c'est l'histoire d'un fermier sage qui perd son cheval, c'était le seul qu'il avait. Les villageois se lamentent en lui disant « Ah, tu n'as vraiment pas de chance », et lui de leur dire « Je ne sais pas ». Et le lendemain, le cheval revient accompagné de 2 autres chevaux sauvages, et les villageois de dire « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance, maintenant tu as 3 chevaux ». Et le fermier de dire « Je ne sais pas ».
Et le surlendemain, en essayant de dompter, de domestiquer son cheval, il tombe de cheval, se casse la jambe. Et les gens des alentours se lamentent pour lui en disant « Oh, c'est un drame pour toi, qu'est-ce que tu vas faire, qui va tenir la ferme, etc. » Et lui te dit « Je ne sais pas si c'est un drame. » Et quelques semaines après, la guerre se déclare et lui ne peut pas partir à la guerre parce qu'il a cette fracture à la jambe. Alors, on voit à travers cette succession d'événements que ce qui nous paraît bon peut devenir mauvais, ce qui nous paraît mauvais peut devenir bon, ce qui nous encourage à une suspension du jugement. Bien sûr. Et alors, quel est le dernier aspect de cette méprise de la vision juste, Gérard Pinet? Alors, c'est le dualisme, c'est-à-dire le fait de découper la réalité en des termes opposés et contradictoires. Ainsi, par exemple, il est d'usage de considérer, d'opposer fortement la vie et la mort. Mais en ce qui concerne l'existence phénoménale, il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de mort sans vie. Les deux, en fait, ne forment qu'un tout. C'est ce qu'on pourrait appeler le processus de la vie, cette fois la vie avec un grand V. Oui. Et la vie avec un grand V, c'est un ensemble de naissance et de mort. Et quand on voit ça, la mort n'est plus un drame. Et la vie prend sa place naturellement dans un ensemble qui dépasse la contradiction naissance-mort. Alors, on vient de voir ce que n'était pas la vision juste. Maintenant, est-ce que l'on peut tenter de définir ce qu'est la vision juste? Qu'est-ce que vous me diriez, Gérard Pinet? C'est de s'imprégner de ce qu'est vraiment l'impermanence, de ce qu'elle est vraiment. Le Bouddha disait à propos de l'impermanence, à chaque instant, nous naissons et nous mourons. Et je crois que c'est sur ces paroles-là du Bouddha que nous devons nous baser si nous voulons avoir une approche juste de l'impermanence. Celui qui est rentré sur ce plateau il y a 5 minutes, en fait, n'existe déjà plus. Celui qui va sortir de ce plateau de télévision dans 5 ou 10 minutes n'existe pas encore, n'est pas encore né. Alors, le nom qu'on met sur ceci, Gérard Pinet, c'est un nom fixe. Mais en fait, ce nom fixe recouvre une réalité sans cesse changeante. Quand on comprend ça, on comprend que si on voit vraiment l'impermanence pour ce qu'elle est, l'illusion de l'ego s'en va. Alors, juste un mot sur l'ego, rapidement. Est-ce que vous pouvez nous le redéfinir? Oui, on peut dire que l'ego, fondamentalement, c'est l'illusion de la séparation. Le fait de se prendre pour une entité substantielle. Alors, est-ce que ce serait l'identification au corps, par exemple? Oui. On peut dire, c'est ce que le Bouddha disait, on peut dire que l'identification au corps, c'est la base même de l'illusion du moi. Pour revenir à cette vision juste, il y a une notion aussi très importante qui est l'interdépendance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui. Alors, l'interdépendance, c'est la deuxième chose qu'on a beaucoup de mal à voir. Et quand on a vraiment la vision juste de l'interdépendance, notre vie prend une autre dimension. En fait, quand on comprend vraiment l'interdépendance, on comprend que la dualité moi-autrui n'existe pas vraiment, que c'est une vue de l'esprit. On comprend, pour prendre un exemple, on comprend que si je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi-même. Si je fais du bien à l'autre, je me fais du bien à moi-même. Et c'est la suppression du clivage intérieur
extérieur. Et c'est ce que vous appelez aussi la conscience de l'unité, finalement. Oui, c'est la conscience de l'unité. C'est-à-dire que dans la vision juste, l'être se reconnaît dans tout ce qu'il voit. Et quelle qualité, justement, permet de développer cette vision juste? On pourrait penser à la compassion, peut-être? Oui, alors, c'est effectivement la première des qualités que va développer la vision juste de l'interdépendance et de l'impermanence. C'est la compassion, parce que si on est imprégné du fait que l'autre et moi ne sommes pas différents, j'aurai vis-à-vis de l'autre la compassion que j'ai vis-à-vis de mon petit doigt lorsque je me le suis blessé accidentellement. Et ça, c'est aussi à la source même de ce qu'on appelle l'amour, l'amour inconditionnel. Si j'ai compris vraiment l'interdépendance, je m'aime moi-même en aimant les autres. Parce que les autres ne sont pas les autres. Les autres sont l'aspect réel de moi-même. Alors, pour revenir à des choses plus concrètes, Gérard Pilet, on pourrait se demander comment la pratique, notamment de Zazen, peut nous aider justement à nous approcher de cette vision juste et donc à développer cette compassion. Oui, bien, on l'a vu au début de cette émission, le grand obstacle à la vision juste, c'est le mental. Et la méditation, Zazen, est ce qui permet de laisser tomber le mental. Parce que le mental, concrètement, c'est quoi? Le mental, c'est un fagot de pensée et d'émotions. Les deux, d'ailleurs, s'enchevêtrant. Et durant Zazen, on apprend à travers la pratique à ne pas s'identifier aux pensées, ni aux émotions, ni aux sensations. Ce qui nous ouvre à un autre niveau de conscience, la conscience de l'unité, la conscience du fait que fondamentalement tout est un. Mais cette pratique, il faut la répéter, la répéter, la répéter, pour que les conditionnements mentaux que l'on a mis en place depuis des lustres, petit à petit, s'effritent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Très bien. Je vous remercie infiniment, Gérard Pilet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Pour terminer cette émission, voici quelques ouvrages. Tout d'abord de notre invité Gérard Pilet, Actualiser la voix, aux éditions Kanjizai. Vous y retrouverez les commentaires du Genjo Koan, de Maître Dogen, un des plus grands maîtres du bouddhisme zen, une tradition qu'il implanta d'ailleurs au Japon. Éloge de rien, publié chez Mundaren, un recueil de propos, anecdotes et poèmes des maîtres zen, choisis et recueillis par Cheng Wing-Fun et Hervé Collet. Vous y retrouverez entre autres des textes anciens comme ceux du Bouddha, de Bodhidharma, de Vimalakirti, mais aussi plus contemporains comme ceux d'Alan Watts. Le monde du zen de Myriam Levering, Maryse et Matsumi Shibata, publié aux éditions Grund. Vous retrouverez dans cet ouvrage une grande variété de textes majeurs de la philosophie zen, à travers une sélection de poèmes chinois et japonais de toutes les époques, accompagnés de 50 photographies en couleur. Et enfin, Le chant du vent dans l'arbre sec, aux éditions L'Originel. Vous pourrez y découvrir les enseignements de Philippe Coupet, moine dans la lignée Zen Soto de Tezen Deshimaru, à travers notamment les commentaires du Sensho Dohei, un recueil de poèmes composés par Maître Dogen au XIIIe siècle, et ceux du Komyozo Zamai, écrit par son disciple Kunenjo, toujours à la même époque. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Je vous souhaite une excellente journée, à dimanche prochain.